Bonjour à toutes et tous. Pour celles et ceux nombreux qui nous rejoignent cet après-midi pour cette conférence, ce matin, notre association Vincéo conduisait son assemblée générale dans cette salle des rencontres et je commençais déjà mon introduction en disant je suis très heureux d'introduire cette assemblée. Donc soyez certains, à nouveau, cet après-midi, je suis très heureux de démarrer cette conférence sur le thème de l'alcool éthylhasbine. Je me permets tout d'abord de remercier celui qui nous invite ici en ce lieu, Michael Delafosse, maire de Montpellier, représenté par Cécile Clément. Merci à nouveau, madame, parce que vous étiez là ce matin, de votre accueil. Alors, sachez tous que l'agglomération de Montpellier, ce sont près de 3000 hectares de vignobles, au sein même de l'agglomération, de nombreuses entreprises et emplois, et une trentaine des adhérents de notre association ont leur siège social dans l'agglomération. L'opportunité que vous nous offrez de mener ces échanges autour du vin ici, en ce lieu symbolique de la salle des rencontres, est pour nous tout à fait essentielle. L'association Vincéo, c'est une association, c'est un réseau d'entreprises, c'est un cluster, peu importe les mots qu'on utilise. Nous sommes une centaine d'adhérents environ, des entreprises majoritairement, des fournisseurs qui ne font pas partie de la production. Il y a aussi des instituts de recherche, d'enseignement, des institutionnels qui nous ont rejoints avec le temps. Nous avons en commun notre expertise vitivinicole et nous sommes ancrés en Occitanie. Nos adhérents innovent, coopèrent, contribuent aux évolutions de la filière. Donc il y a des participations au salon professionnel avec des stands communs. Donc le principal dans la région, c'est le Citévi, mais on va aussi sur le Vinitech. Et puis on participe aussi à un certain nombre de salons régionaux, des organisations de conférences comme celle que nous avons aujourd'hui, ou comme nous avons eu l'occasion d'organiser en 2024 autour des NOLO, et de travaux de prospective à 2045 que nous avons conduits sur plusieurs années, sur 3 années. Et la restitution auprès des acteurs de la filière, les syndicats et chambres d'agriculture, a abouti au mois de novembre l'année dernière. Nous avons de nombreux partenariats, des clubs qui sont davantage organisés entre adhérents pour mieux connaître nos activités réciproques, et susciter des idées de collaboration. Des rencontres avec la recherche également, des échanges avec d'autres clusters en dehors de notre région. Donc vraiment, le rôle de Vincéo, c'est de créer un fourmillement d'idées, d'occasions, d'opportunités, d'échanger, de se connaître entre les fournisseurs de la filière vitivinicole. Étant œnologue, ce qui n'est sûrement pas une qualité essentielle pour répondre à la question du jour, l'alcool est-il has-been ? Là, je suis vraiment peut-être has-been sur cette question. J'aimerais citer un autre œnologue qui m'est très cher. Il s'agit de Jean Natoli qui aime dire, un sourire en coin, mais l'alcool c'est bon. Il se désespère de toutes les tentatives à produire des boissons appauvries en alcool et relativement infâmes. Je reconnais que dans notre métier, nos heures de dégustation, à définir des équilibres organoleptiques, à affiner les élevages, à moduler les assemblages ne nous amènent pas nécessairement à répondre à cette question. La culture du vin est ainsi faite. Néanmoins, il faut bien reconnaître que les évolutions et tendances d'aujourd'hui font aussi la culture de demain. Alors, j'abandonne ma casquette d'œnologue pour reprendre celle de président Vincéo. Mesdames, messieurs, je parle à ceux qui vont intervenir. Vous allez intervenir et apporter vos éclairages. Nous avons besoin de réponses. Nos adhérents fournisseurs et prestataires de la filière, les producteurs, davantage sûrement, tous, nous voulons savoir comment adapter nos produits. Je rappelle que l'amélioration qualitative des vins de la région de ces 30 dernières années, reconnue, voire plébiscitée par les consommateurs, a été largement portée par l'amélioration des maturités, contribuant à davantage d'alcool dans les vins. Alors, quelle est la réalité des attentes des consommateurs concernant l'alcool ? Sa diminution dans les vins est-elle une contrainte qualitative ? Vins premium et vins de qualité inférieure sont-ils concernés au même titre par cette attente des consommateurs ? La dynamique des nouveaux produits tels que les NOLO est-elle l'unique voie de salut pour conquérir de nouveaux consommateurs ? Pourquoi l'eau ne devient-il pas un ingrédient évident et naturel, voire logique, voire même raisonnable, de l'élaboration de nos vins ? Le marketing des marques individuelles, ceux des domaines, des maisons de négoce, est-il le mieux placé pour avoir un poids conséquent sur le marché et les consommateurs ? Et que font les marques collectives pour bouger et faire évoluer nos standards de communication ? Alors ça fait peut-être beaucoup de questions en une seule fois. Et je ne peux pas conclure sans citer cette excellente maxime de Jonathan Ive, qui est designer et proche collaborateur de Steve Jobs pendant de nombreuses années. It is very easy to be different, but very difficult to be better. On va tout de suite accueillir Caroline Père. Caroline Père qui vient de publier une thèse « Acceptation des consommateurs des vins issus de variétés résistantes ». Elle est doctorante pour le projet Ressenti à l'Institut Agro de Montpellier. Prenez le micro, Caroline. Petite précision, elle n'est pas encore publiée la thèse, je suis à la moitié. Donc il faudra encore attendre un petit peu. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une guerre. Personne n'en parle. Elle ne fait pas de bruit. Et pourtant, elle fait rage.
cette guerre, c'est celle de la viticulture française. Face à des ennemis comme le changement climatique ou les maladies causées par les champignons, la vigne souffre. Et résultat, elle détient un bien triste record, celui d'être l'une des cultures les plus gourmandes en pesticides. Mais un autre ennemi, plus insidieux encore, freine la révolution du vin français, la dictature de la tradition. En France, nous sommes attachés depuis fort longtemps à quelques variétés stars, Merlot, Chardonnay. Érigés en symbole de notre patrimoine, ils dominent nos vignobles comme des seigneurs incontestés. Pourtant, ces trois ennemis vont rebattre les cartes. Ces vins stars ne seront pas ceux de demain. Mais heureusement pour nous, une nouvelle génération est prête à prendre leur relève. Les variétés de vignes résistantes aux maladies. Et vous savez quoi ? Ces vins résistants pourraient bien être ceux que vous apprécierez boire. Écoutez, ces nouveaux vins nécessitent très peu de traitement. Ils sont plus bio que bio. Ils s'adaptent au réchauffement climatique, préservent l'environnement, la biodiversité et votre santé. Et pour le goût, ils n'ont rien envie aux cépages traditionnels. Je les ai fait déguster aux consommateurs et ce que je peux vous dire, c'est que Seigneur Merlot n'a qu'à bien se tenir. La résistance est en marche, mais un problème demeure. Ces variétés font peur, le consommateur, comme bon nombre d'entre vous, ne les connaît pas, donc ne les achète pas. Alors, comment réussir à vendre ces vins résistants qui sont notre avenir ? C'est là que j'interviens. Et pour y répondre, je m'intéresse à vous. Qui pourrait acheter ces vins résistants ? Peut-être vous, madame ? Vous, monsieur ? Faites-vous partie de ceux prêts à questionner leur rapport à la tradition ? Puis, il y a la question de la communication. Que doit-on mettre sur l'étiquette de ces vins pour les vendre ? Faut-il opter pour un logo accrocheur ou des explications claires ? Pour y répondre, j'ai 3 ans et une stratégie. D'abord, les dégustations, puisque les goûter, ce sont les adopter. Ensuite, cet été, vous aurez l'opportunité de venir dans mon laboratoire pour vous exprimer sur ces variétés. Un petit peu comme une discussion entre amis, mais sous protocole scientifique. Et enfin, mon arme secrète, le eye tracking, des lunettes qui suivent chaque mouvement de vos yeux. Grâce à elles, quand vous regardez mon étiquette, je sais si vous remarquez mon logo ou lisez mes explications, car les yeux ne mentent jamais. Vous l'aurez compris, entre changement climatique et tradition, la viticulture française est en guerre. Les vins de demain ne ressembleront plus à ceux d'hier. Alors, la prochaine fois que vous achèterez du vin, vous aussi rejoignez la résistance et osez la nouveauté. Sur ce, à l'avenir du vin et aux nouvelles traditions, santé. Merci Caroline Père. Alors, c'était ma thèse en 180 secondes. Oui, c'est ça. Merci pour ce résumé à la fois clair et précis. Peut-être juste une question avant qu'on parle avec Nicolas Palierne de la consommation. Vous vous êtes attaché à ces cépages. Ça me semble être une vision peut-être assez anglo-saxonne de la consommation. Est-ce que réellement un Français, quand il va au supermarché ou s'achète une bouteille sur 2 aujourd'hui, va acheter un Merlot ou un Chardonnay ? Aujourd'hui, quand on regarde les études, effectivement, l'accroche au cépage, c'est quand même une des raisons d'achat principales des consommateurs. Nous, on a aussi regardé ça directement en demandant à des consommateurs comme vous et vos voisins. Et effectivement, la notion de cépage ressort toujours dans les critères d'achat. Après, quand on leur demande ce que c'est un cépage ou densité, parfois on peut avoir des petites surprises, mais bon, ça fait partie du jeu. Et justement, cet été, on va essayer de pousser un peu ces questions-là de l'importance du cépage et de la dénomination dans nos expérimentations. Gwenaëlle, tout à l'heure, Thomas parlait des marques et de la façon dont elles pouvaient agir, ou en tout cas des grandes maisons. Est-ce que cette notion de cépage, pour vous, aujourd'hui, à la moitié de votre thèse, semble supplanter cette stratégie de marque, ou alors est-ce que la marque garde encore, j'allais dire, la notoriété de la marque est supérieure à celle du cépage dans l'acte d'achat ? C'est une bonne question. Moi, je ne m'intéresse pas tant que ça à la marque, mais moi, je dirais que de mon point de vue, de ce que je peux étudier, c'est plutôt, oui, le cépage qui a une plus forte incidence sur la marque. Après, pour des nouveaux produits comme les nolos ou les variétés résistantes, effectivement, il peut y avoir un travail de marque à faire qui peut être assez intéressant pour booster l'acceptation
de ces produits. Merci Caroline. Quand est-ce que vous publiez ? Alors, non, il y a des articles qui vont pas trop tarder en analyse sensorielle et sur un peu l'historique des variétés résistantes, mais sinon, moi, je termine mon projet de thèse fin 2026, donc il y a encore un petit peu de temps. Eh bien, rendez-vous à fin 2026. Merci Caroline Père. On va maintenant appeler Nicolas Palierne. Nicolas, qui est professeur et sociologue, qui intervient notamment à l'Université de Poitiers, qui nous parle du consommateur de vin et d'alcool en France, aujourd'hui et à l'étranger. Nicolas, vous travaillez notamment sur ces questions par le prisme de la santé publique. Et vous allez nous éclairer également par ce biais. Merci pour l'invitation, merci Julie pour toute la logistique. Alors je ne travaille pas uniquement sur l'axe santé publique, j'ai plusieurs casquettes, il y a effectivement celle-ci. Moi j'ai plutôt tendance à me définir comme un sociologue des usages sociaux de l'alcool, c'est-à-dire que je vais utiliser, en tout cas je vais étudier tout le spectre, ça va de la non-consommation jusqu'aux formes les plus sévères de dépendance, mais aussi des consommations qui a priori ne relèvent pas de problèmes particuliers. Donc j'ai essayé de répondre à cette question-là qui a été posée par la conférence. L'alcool est-il has-been ? Je vous ai remis la petite définition du Robert et j'essaierai de répondre à cette question-là en conclusion. Je rappelle que l'alcool est un objet au cœur du social et ses usages permettent aux individus, en tout cas dans nos sociétés, de se situer et de se présenter comme membres à part entière de la culture de leur groupe d'appartenance. Les différents usages de l'alcool et du vin permettaient, en tout cas dans les années 50, de se placer en France comme membre d'une culture commune, voire nationale, et je fais toujours la référence aux mythologies de Roland Barthes. Les niveaux de consommation varient néanmoins selon les catégories sociales et baissent, vous le savez, depuis les années 1960. La baisse moyenne et générale des alcoolisations s'explique avant tout, vous le savez aussi, par la diminution des consommations de vin. Je ne vais pas insister, vous connaissez à mon avis ces graphiques un peu par cœur. Il y a une légère augmentation de la bière, mais elle est quand même minime par rapport à la grande transformation qu'on connaît depuis des décennies. C'est vraiment la baisse de la consommation de vin, notamment des vins dits de table. Donc plus qu'une affaire de mode, moi ce qui m'intéresse de mon point de vue de sociologue, c'est de replacer les alcoolisations contemporaines dans une évolution structurelle, pour répondre aussi à la question qui a été posée, en adoptant une perspective socio-historique. Donc il y a un historien américain qui s'appelle Bolling qui nous parle d'une révolution sobre quand il s'intéresse à notre société. Et il nous dit que cette révolution sobre, c'est réalisée dans l'ajustement conflictuel, évidemment, d'intérêts économiques, sociaux, sanitaires, politiques. Et elle reflète, cette révolution, un ensemble de continuité et de rupture dans nos rapports au vin. On parle également de dénormalisation, comme on parle de dénormalisation à l'égard du tabac. On a une dénormalisation des alcoolisations à la base, dans les pays de tradition vitivinicole, on pense à la Suisse, au Portugal, à l'Italie, à la France. Donc c'est plutôt les pays dits latins, de tradition latine, d'Europe du Sud. Et puis plus largement et récemment au niveau international, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années. Donc ces évolutions structurelles elles vont toucher à un ensemble de transformations démographiques et sociétales qui sont importantes. J'insiste là-dessus, ce n'est pas une simple affaire de mode. Il y a quand même des processus sociaux qui sont lourds, sur lesquels il est difficile d'interagir comme ça rapidement. La liste, elle n'est pas exhaustive. On a l'urbanisation qu'on a connue depuis l'après-guerre, la démocratisation scolaire, une élévation du niveau des diplômes et des revenus, la grande réduction de la part des agriculteurs et agricultrices dans la population active, la transformation des configurations et dynamiques familiales, le durcissement de la législation en termes de sécurité au travail et sur les routes, l'abaissement continu des repères de consommation d'alcool, la transformation des repas ordinaires et puis l'intérêt plus grand pour les questions de santé, de diététique et d'environnement. Tous ces phénomènes-là, et j'insiste, je ne suis pas exhaustif, participent à cette grande diminution de nos alcoolisations. Donc on a on a une évolution quantitative et elle s'accompagne également de transformations plus qualitatives dans nos pratiques d'alcoolisation. Et elles vont toucher justement aux représentations et aux usages du vin. Elles vont s'appuyer sur plusieurs grandes mutations. Alors, on a eu un usage d'un vin médicament, on a eu un usage d'un vin aliment, et aujourd'hui on parle plutôt d'un vin condiment, d'un vin ingrément ou d'un vin culture. Alors je dis aujourd'hui, vous voyez la référence, elle n'est pas non plus pleinement contemporaine, mais en tout cas, on retrouve encore ces grands usages et ces représentations aujourd'hui. Donc ces mutations vont participer à l'effacement des consommations quotidiennes au profit des consommations occasionnelles et hédonistes.
Et le vin, aujourd'hui, va rester l'objet d'une double représentation sociale qui tend souvent à opposer de façon régulière, voire quasi caricaturale, le champ de la santé publique au champ économique du secteur vitivinicole. Donc d'un côté santé publique, le vin il a été assimilé aux autres alcools et aux autres drogues depuis le rapport Roch à la fin des années 90, et les autorités sanitaires reconnaissent et pointent ses effets cancérigènes et addictifs. Les vertus hygiéniques du vin autour du French Paradox ont été abandonnées par les autorités sanitaires au regard du risque cancérigène. Je vous renvoie à la révision des repères de consommation de 2017. Et les autorités sanitaires ne reconnaissent plus un usage sans risque de l'alcool et invitent à ne pas dépasser le seuil d'un usage à faible risque, soit 10 unités d'alcool hebdomadaire. De l'autre, le vin reste un objet distinctif de consommation, comme tout produit culturel, et se veut l'objet d'une consommation hédoniste et conviviale. Le vin reste l'objet d'une transmission d'un héritage social et familial, j'y reviendrai. Il se pose comme un objet à apprendre, un objet à défendre au nom du patrimoine national ou régional, de la gastronomie et du repas français. Je vous renvoie aux grandes reconnaissances. Dans un contexte d'adoption de modèles de consommation plus traditionnellement anglo-saxons, sur fond de convergence internationale des différents usages et de mondialisation. Les consommations de vin ont ainsi connu des transformations qui touchent à ces différents usages, eux-mêmes traversés particulièrement par les rapports de classe, de genre et d'âge. Et c'est sur quoi je vais vous emmener maintenant. Donc, dans le rapport de classe, les mutations du vin se sont plutôt accompagnées d'un processus d'embourgeoisement de sa consommation. À partir des années 1980, les politiques d'État se sont plutôt tournées vers le développement d'une politique dite de qualité, en encourageant à la baisse de la consommation massive de vins de consommation courante au profit des vins de qualité supérieure. Cette politique a prolongé l'effondrement de la part des buveurs quotidiens de vin. On avait 51% en 1981, on est en 2022 à 11%. Mais aussi l'augmentation de la part des non-consommateurs de vin, 19% en 1981 contre 37% en 2022. C'est une proportion qui est relativement stable depuis les années 2010. Dans l'opposition du vin aliment, ce gros rouge nourrissant, voire abrutissant, on va plutôt mettre en avant des vins agréments, fins et subtils, et tout ça, ça renvoie à des oppositions de classe. La nouvelle culture du vin, qui est plus si nouvelle, puisqu'on l'a à peu près théorisée déjà au début des années 80, participe à une adaptation graduelle des valeurs et des manières de consommer, celles qui étaient autrefois des classes supérieures, toujours dans une logique de distinction sociale. Cette culture du vin ou cette nouvelle culture du vin va s'entourer de codes élaborés qui permettent et appellent l'expression de compétences culturelles, invitent à une dégustation éclairée et distinctive. Cette culture du vin prône un savoir-boire qui érige les valeurs de maîtrise, de contrôle, de connaissance à la fois du vin et de soi-même. Du côté du genre, à travers cette baisse générale de la consommation, on va retrouver aussi un certain déplacement du genre, autour notamment des valeurs de modération plus caractéristiques des classes moyennes et des classes supérieures. Donc cette nouvelle culture du vin, elle accueille d'autant plus favorablement les femmes qu'elle véhicule des normes plus conformes aux valeurs actuelles du vin, celles de modération, celles de plaisir, celles de séduction. Tout ça, c'est plutôt des valeurs dites féminines. La construction sociale de la femme naturellement sobre, celle qui s'est construite au cours du fin 19e, début 20e, aujourd'hui, elle fait plutôt place à une grande tolérance envers les alcoolisations publiques féminines en tant que signe d'indépendance. Et ça ne veut pas dire que les femmes boivent davantage aujourd'hui. Je rappelle que les femmes, au regard de leur consommation quotidienne, là aussi, elles ont tendance à suivre le grand mouvement de décrue en France. Les hommes, eux, sont plutôt désormais invités à démontrer leur performance, non plus à travers une consommation virile et massive d'alcool, elle est plutôt stigmatisée, cette consommation-là, aujourd'hui, mais on les invite plutôt à une forme de sobriété, signe de maîtrise de soi. Et le bon vivant, celui qui était autrefois admiré, devient plutôt celui qui est ou qui peut devenir alcoolique ou addict à l'alcool. Les hommes continuent majoritairement d'entretenir un attachement fort avec le vin, à la fois un attachement horizontal, c'est-à-dire qu'ils participent à travers leur consommation à appartenir au groupe des hommes, et puis un attachement vertical, c'est-à-dire qu'ils sont les héritiers d'une culture, d'une région ou d'une famille. Les pratiques masculines peuvent ainsi s'incarner dans un savoir-boire ritualisé et maîtrisé, mais ces pratiques masculines, elles peuvent aussi s'engager dans une culture virile de jouissance subversive, festive et excessive. Tout ça nous invite justement à penser plutôt une pluralité, à la fois dans les manières de faire nos masculinités et nos féminités
dans le rapport au vin et à l'alcool. Et ces différentes manières de se construire en tant qu'hommes et femmes se construisent aussi à l'intersection des rapports de classe et des rapports d'âge. Ce qui m'amène à l'autre point. L'autre rapport, c'est le rapport d'âge et de génération. Les manières juvéniles de s'alcooliser, de faire la fête, s'organisent aujourd'hui davantage dans un entre-soi générationnel, c'est-à-dire qu'on fait plutôt la fête avec ses copains, ses copines, alors qu'autrefois, il y a quelques décennies, on était plutôt dans des rapports intergénérationnels. Et on les a plutôt, en tout cas les plus jeunes d'entre nous, se tournent plutôt sur le goût de l'ivresse plutôt que sur le goût de l'alcool en lui-même. Dans les années 90-2000, on a ainsi parlé d'une nouvelle culture de l'ivresse qui s'était faite conjointement avec le développement d'une économie de la vie nocturne. Et les inquiétudes, dans ces années-là, elles se portaient plutôt sur les prises de risque des adolescents qui échappaient au contrôle direct des adultes. Les jeunes semblaient ainsi, dans les années, on peut même partir des années 80, semblaient mal boire en France, à la fois parce qu'ils désertaient la culture du vin, c'est plus leur objet, c'est plus leur alcool premier, vous le savez. Ils désertaient à la fois le vin, sa culture, en adoptant des alcoolisations, là encore, plus traditionnellement anglo-saxonnes, la bière, les alcools distillés mélangés avec des softs, ce qui augmentait d'autant plus les différences générationnelles. Et depuis les années 1980, les jeunes sont à la fois moins nombreux à consommer du vin, ils le font aussi beaucoup moins régulièrement que les générations précédentes. Donc, jugés inquiétants pour leur recherche d'ivresse dans les années 90-2000, les jeunes connaissent aujourd'hui une progression de l'abstinence, comme une baisse des autres indicateurs d'alcoolisation. Ça, c'est aussi c'est des choses qui sont relativement récentes. Dans les années 2000, moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ces questions-là. Dans les années 2000, on s'inquiétait beaucoup de leur excès. Aujourd'hui, on constate plutôt qu'ils boivent de moins en moins. Donc, en ce sens, près d'un jeune de 17 ans sur 5 déclare ainsi ne jamais avoir consommé d'alcool dans sa vie en 2022, soit une augmentation de la part des non-consommateurs multipliée par 3 depuis le début des années 90. Donc en conclusion, l'alcool est-il has-been ? J'ai envie de vous répondre, tout dépend pour qui et pour quels usages. En 2023, on avait encore 82,5% de la population française qui avait consommé de l'alcool dans l'année. Donc on voit que c'est quand même notre premier produit psychotrope, là bien au-dessus du tabac. Donc c'est vraiment un usage qui est relativement, on va dire, démocratisé en France. Pour répondre un peu à la question, il me semble important, à la suite toujours de Jean-Pierre Corbeau, de penser à un boire pluriel, c'est-à-dire qu'il faut envisager à la fois des usages sociaux d'alcoolisation qui sont variés, y compris chez une même personne. Quand je dis y compris chez une même personne, ça veut dire qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes usages en fonction des situations, mais aussi en fonction de son parcours. On ne va pas avoir la même alcoolisation selon notre âge et selon les différentes situations sociales qu'on peut traverser. La grande tendance, c'est des alcoolisations occasionnelles et surtout moins systématiques. On a moins d'injonctions à boire aujourd'hui. Donc d'un côté, on a des usages qui sont en désuétude, lesquels l'alcoolisation quotidienne, vous le savez, l'usage du vin rouge aliment, celui qui était autrefois le carburant des travailleurs de force et des masculinités populaires. On a une dénormalisation qui est plus marquée chez les plus jeunes et les nouvelles générations. Et on a aussi, chose qui est quand même un peu plus récente à mon sens, une plus grande demande pour des boissons désalcoolisées, de qualité et diversifiées. Ça, c'est quand même une grande demande chez les sobres et les abstinents. Ils en ont marre, en fait, de boire des softs qui n'ont aucun goût ou qui sont trop sucrés. On a des continuités aussi dans ces grandes évolutions, puisque l'alcool et le vin, ça reste toujours attaché à la convivialité, à la festivité, à la commensalité en France. La France reste toujours l'un des premiers pays consommateurs de vin dans le monde et d'exportation à l'international pour les vins haut de gamme et la première destination touristique. Donc en tant que produit culturel, le vin s'entoure toujours d'un prestige et reste un bien symbolique, objet de distinction sociale. Donc, dans le contexte des mutations du vin au sein de notre paysage socioculturel, le goût du vin continue toujours de rythmer les alcoolisations et les rapports générationnels dans la famille. Les premières gorgées de vin en famille ponctuent la fin de l'enfance. Je rappelle que la grande transformation aussi au vin du XXe, c'est d'arrêter de donner de l'alcool aux enfants. Donc aujourd'hui, quand on commence à avoir le premier verre, c'est aussi marquer cette fin. Et notamment à l'école. Et notamment à l'école, je n'ai pas intervenu. Effectivement, je vous rappelle, jusqu'au début des années 80, on pouvait encore retrouver de l'alcool à l'école. Donc il y a à la fois des transformations dans le cadre de la famille, à la fois des transformations dans les lycées. Dans les lycées pour 80. C'est les années 50 pour les écoles primaires, ouais. Et c'est les lycées, je crois, en 78. Il faudra retrouver les dates, mais en tout cas, c'est à partir de Mendès France, effectivement, sur l'anti-alcoolisme d'État d'après-guerre. Donc on a cette transformation-là qui touche à la fois l'univers scolaire et familial. Je reviens aussi sur des données qui sont anciennes, mais qui pour moi sont toujours pertinentes. On voit quand même que la majorité des jeunes adultes ne rejettent pas en soi
la culture du vin. Certes, ils ne la pratiquent plus, en tout cas quand ils sont jeunes. Ils y viennent seulement plus lentement, corrélativement à l'allongement de l'adolescence et de leur scolarisation. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils ont 17 jusqu'à, on va dire, 25 ans, pour tirer à grands traits, ce n'est pas leur alcool premier, mais ils vont y venir un peu plus tardivement. Donc on avait mené des enquêtes sur les plus jeunes, notamment sur nos étudiants. On voit que le boire étudiant témoigne ainsi d'une période de transition entre un boire adolescent, qui est plutôt centré sur l'ivresse, et un boire dit adulte, plutôt centré sur le plaisir du goût. Et ainsi, les consommations de vin, lorsqu'elles redeviennent partagées avec les parents, attestent plutôt d'une évolution progressive vers une forme de maturité et cherchent à témoigner ainsi de la fin du boire adolescent, centré sur le goût des effets. Merci Nicolas. J'ai relevé deux choses dans votre intervention, puis évidemment tout à l'heure, vous pourrez également interroger nos intervenants qui seront présents à la table ronde. Vous avez parlé d'un objet à apprendre, d'une compétence culturelle quand on parle de vin ou quand on commence à le consommer. Est-ce que, selon vous, ces compétences culturelles, ces objets à apprendre, c'est finalement ces objets de connaissance sont un frein à la consommation aujourd'hui de ce breuvage? Alors, ça a souvent été l'un des arguments majeurs pour aussi expliquer cette désertion des jeunes par rapport à l'alcool. D'une part parce que pour certains vins, ça peut être beaucoup plus onéreux. Il y a effectivement, ce n'est pas forcément le goût qui est adressé à leur palais de jeunes, ils préfèrent plutôt les choses sucrées. Donc le vin n'est pas forcément leur objet premier. Et on a souvent plaidé justement plutôt l'idée d'éduquer au goût par rapport à ces jeunes, voilà, pour qu'ils apprennent à apprécier ces consommations de vin. Après, plus largement, la consommation d'alcool, elle nécessite un apprentissage. C'est un peu comme le tabac, c'est-à-dire que les premières alcoolisations, généralement, elles n'ont pas forcément un très bon goût. Donc c'est ce qu'on a retrouvé, nous, chez les étudiants abstinents ou très sobres, c'est que justement, ils ne surmontaient pas leur premier dégoût, en tout cas par rapport à l'alcool. Donc il y a nécessairement un apprentissage pour, en tout cas, continuer à avoir une consommation qui est nécessaire pour au moins surmonter les premiers dégoûts de l'alcool. Au-delà de ce premier dégoût, est-ce que vous diriez que le fait d'avoir institué finalement ces rituels qui donnent un côté bourgeois, je crois que c'est un des premiers mots que vous avez employé dans votre intervention, est-ce que de fait ça élimine certaines classes qui se sentent oppressées par ce rituel bourgeois, en tout cas pas concernées? Alors, ça l'élimine pas. Ça, sur le plan, disons, socio-historique, oui. C'est vraiment ce que je disais, le vin aliment, c'est-à-dire vraiment le vin de table quotidien qui était plus caractéristique des classes populaires. Celui-ci, effectivement, il tend vraiment à disparaître. Et il est très stigmatisé du côté des jeunes, notamment des étudiants. Après, quand je dis embourgeoisement, ça ne veut pas dire que c'est uniquement réservé aux élites. Ça l'est d'autant plus, notamment pour les vins de très haut de gamme. Mais c'est plutôt, au contraire, une sorte de démocratisation de cet usage qui, auparavant, était plutôt bourgeois, où on tend plutôt à mettre en avant toutes les valeurs portées par la culture du vin. C'est plutôt cette dimension-là. Deuxième aspect sur lequel je voudrais que vous reveniez peut-être plus en détail, vous avez parlé de genre, et il me semble que, je peux me tromper, mais qu'il y a une attitude différente selon qu'on est une femme diplômée, une femme non diplômée, un homme diplômé ou un homme non diplômé, avec un croisement des courbes dans la consommation. Tout à fait. Alors, c'est pas forcément, on ne le retrouve pas forcément sur toutes les données internationales, ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais en tout cas en France, qu'on constate globalement, c'est que les femmes déclarent consommer davantage lorsque leur niveau de diplôme augmente, et on observe le phénomène inverse du côté des hommes. C'est-à-dire que plus les hommes sont diplômés, moins ils déclarent consommer de façon régulière et importante. Donc effectivement, il y a un aspect croisé, et c'est ce qu'on disait un petit peu, on va retrouver finalement, plutôt chez les catégories supérieures, une sorte de convergence vers des usages qui prônent plutôt la modération du côté à la fois des hommes diplômés et des femmes diplômées. Merci beaucoup Nicolas Palierne. Appeler les participants à notre table ronde, comment séduire de nouveaux consommateurs, avec Eva Crétois notamment. Eva, bonjour. Vous êtes spécialiste des marques et de la communication. Vous avez une boîte Comme et Cru. N'hésitez pas à monter sur scène pendant que j'appelle tout le monde par ordre alphabétique. Stanislas Lossel, vous êtes président d'Œnophorie. C'est l'association œnologique étudiante de Montpellier Business School. 36 adhérents et puis des rencontres régulières avec des producteurs autour de leurs produits. Samuel Montgermont, qui est président de Vin et Société et directeur, je l'ai vu, il prend un café, voilà. Directeur des Grandes Serres à Châteauneuf-du-Pape, et puis Vincent Pugibet, vigneron au domaine de la Colombette à Béziers. Merci à tous les quatre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On est en post-prandem, donc c'est bien de s'encourager.
Bien sûr, cet échange, il est ouvert, donc vous n'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole dès que vous le souhaitez. L'idée, c'est quand même de répondre d'abord à vos interrogations. Je lance des thèmes et puis ensuite, vous vous en emparez ou pas. Alors Eva, je vais peut-être commencer avec vous tout d'abord pour commencer. Vincent, je vais vous demander de passer le micro à Eva, s'il vous plaît, pour que vous nous expliquiez ce que c'est que votre métier, parce que branding et communication stratégique, voilà, ça parle peut-être pas forcément à tout le monde. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Eva Crétois et je suis la fondatrice de Comme Écru, qui est une agence de communication et donc de marketing aussi stratégique, marketing terrain, à destination des acteurs que j'appelle innovants et ambitieux du vin et des spiritueux. Donc ce sont des acteurs du vin qui n'ont pas envie de mourir et qui innovent parce qu'ils sont bien conscients que là les cartes sont en train d'être rebattues. Voilà. Merci Stanislas. Donc Eunophorie, je disais tout à l'heure, une trentaine d'adhérents. Il y a combien d'étudiants à MBS ? MBS, il y a plusieurs milliers d'étudiants. Il me semble qu'on atteint quasiment les 5000 étudiants, avec une bonne part d'alternants d'ailleurs. Et cette année, en tout cas, on était 36 adhérents de l'association, comme l'année dernière. Mais comme je vous l'avais expliqué déjà, c'est un chiffre qui varie et qui dépend, mais c'est une moyenne de 30 personnes. Alors, ça fait moins d'1% des adhérents, des étudiants à MBS. Est-ce que c'est parce que, en fait, finalement, vous êtes les 36 plus motivés ou vous êtes vraiment que les 36 amateurs de vin de la bande ? Alors déjà, il y a de la sélection pour entrer dans l'association. Évidemment, on passe des entretiens, les phases de recrutement. On va rencontrer à peu près 80 à 100 étudiants qui postulent. On doit faire un choix, évidemment. On ne peut pas avoir autant de personnes dans l'association. Mais c'est aussi un choix que j'ai fait de ne pas avoir trop de personnes dans l'association. Déjà en termes de gestion, je n'ai pas trop d'années d'expérience de management derrière moi. Et donc forcément, il faut s'entourer de bonnes personnes et de pas trop de personnes pour rester dans un cadre qui permet d'être géré facilement. Et vous ne travaillez pas, là vous êtes alternant aujourd'hui, mais vous ne travaillez pas dans le secteur viticole ? Non, du tout. J'ai d'ailleurs posé mon après-midi pour être là, mais je travaille chez Dell Technologies ici à Montpellier dans l'IT, donc vraiment rien à voir. Merci, merci beaucoup. Je voudrais vous poser la question à tous les deux, pour commencer, vous qui êtes des hommes de l'art, messieurs. On a cette question de base qui est l'alcool est-il has-been ? Moi j'ai envie de vous demander, Vincent Pugibet, est-ce que le vin tel qu'on le vend aujourd'hui ou tel que nous l'a présenté également Caroline Père tout à l'heure, il est has-been ou est-ce qu'on le rend has-been ? Moi j'aurais plutôt tendance à répondre oui. Enfin, je ne sais pas si le vin en lui-même est has-been, mais c'est sûr que l'alcool, on a quand même le sentiment que c'est un peu has-been, oui. Alors vous-même, vous produisez aujourd'hui beaucoup de vins sans alcool ou désalcoolisés, et ça fait longtemps. Ouais, nous, on est sur Béziers, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est le domaine à la Colombette. Moi, j'ai repris il y a 25 ans. Et donc, depuis le début des années 2000, on s'est lancé dans la désalcoolisation du vin pour pouvoir corriger les niveaux d'alcool. On était confronté avec des niveaux d'alcool qui montaient énormément. On a pensé que c'était un problème. Donc, on a commencé au départ à faire un petit peu moins des vins un peu moins concentrés. Mais jamais de la vie, j'ai pensé faire des vins sans alcool et y prendre goût, quoi. L'idée au départ, c'était plutôt de baisser les niveaux d'alcool pour en consommer plus, quoi. Moi, c'était pas du tout dans un côté prohibitionniste, machin, tout ça. Jamais, quand on a investi dans les premières machines pour désalcooliser, on pensait aller vers des sans-alcool. C'est vraiment, ça s'est fait petit à petit. Aujourd'hui, ça nous paraît absolument logique. Mais voilà, il y a 20 ans, quand on l'a fait, c'était plutôt l'idée, on avait des vins à 13, à 14. On espérait pouvoir descendre à 11, à 12. Et puis après, en 2005, il y a eu une première étape où on est descendu à moins de 10 degrés avec notre gamme Plume à 9 degrés. Mais au départ, c'était plutôt pour la blague, quoi. Enfin, c'était un peu par provoque. On s'est dit, il y a peut-être une opportunité là-dessus. Et ça a été c'est une surprise. Que pour nous, c'était vraiment essayer d'aller chercher des nouveaux consommateurs quotidiens, etc. Et finalement, on en reparlera peut-être après, mais on a eu plutôt une clientèle de personnes âgées, de consommateurs quotidiens sur ces choses-là. Et puis, il y a une dizaine d'années, à force que j'ai des clients qui insistent, on a commencé à faire des sans-alcool. Moi, j'y suis allé un peu en reculons, en traînant des pieds, pas forcément très, très enthousiaste à ça. Et puis aujourd'hui, je dois reconnaître qu'il y a toujours des bouteilles de vin sans alcool au frigo à la maison et qu'il y a peu de jours où on n'en ouvre pas, quoi. Voilà. Et que les gamins s'éclatent, tout le monde boit et ça nous rend extrêmement optimistes sur la suite parce que
on reprend goût à boire du vin et on redonne goût aux enfants à en boire. Et en ce sens, c'est vraiment, on a fait un gros chemin là-dessus, quoi. Merci. Samuel Mongermont, l'un des travaux d'ailleurs de Vin et Société, c'est précisément de rendre le vin, d'avoir rendu le vin comme un objet finalement culturel, d'avoir dit ça fait partie de notre quotidien, on est classé à l'UNESCO, enfin, vous avez été de ces batailles, l'association. Est-ce que en sanctuarisant ainsi le vin, finalement, on ne l'a pas un peu rapidement ou un peu trop rapidement envoyé au musée? Il y a déjà beaucoup de questions dans ce que vous venez de dire. D'abord, juste Vin et Société, le rôle de Vin et Société, parce que je m'adresse quand même à des gens qui sont de près ou de loin proches de notre filière, c'est de faire en sorte que nous n'allons pas vers la dénormalisation du produit, comme on a connu il y a 15 ans avec le tabac. Le tabac est aujourd'hui un produit dénormalisé. Aujourd'hui, et pour répondre à la question, l'alcool est-il has-been, il est vrai que la place de la molécule éthanol a changé dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé nous a mis dans le viseur de façon très, très objectivée aujourd'hui, d'un mandat que ces États membres lui ont confié des luttes contre les addictions. C'est en train de basculer vers toute consommation d'alcool et danger pour la santé. Donc, alcool, has-been ou pas, en tous les cas, alcool dans le collimateur de l'OMS. Et pour le coup, nous, pays producteurs, je crains que nous ne pèsions pas suffisamment pour pouvoir arrêter la balle qui est aujourd'hui lancée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est bien le travail d'associations comme Vin et Société, relayées aussi avec des relais européens et puis des relais internationaux, de garder cette place. Alors pour le coup, oui, culturelle, mais pas que patrimoniale non plus, parce que sinon on va risquer de finir au musée, je suis bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut qu'on ouvre les débats pour savoir comment on a cette capacité, zéro alcool, low alcool. On parlera sûrement aussi de la problématique de l'accès aux produits. J'aime aussi à dire que peut-être le vin n'est pas en crise, mais son accessibilité est en prise. Donc il y a énormément de choses à travailler pour donner des perspectives d'innovation, tout en étant bien posé, et ça nous a été posé par Nicolas Palierne, hein, excusez-moi pour le nom, c'est ça, qu'évidemment, la transformation démographique et sociétale, elle est nécessairement à prendre en compte dans ce qui nous attend demain. Parce qu'on ne fera pas un chemin inverse, on ne retournera pas vers les consommations d'hier. Donc cette grande tendance sociétale, on doit évidemment la prendre en compte. L'alcool n'est pas neutre. Vous avez parlé aussi de psychotropes. Je dis que probablement nous avons été aussi un psychotrope et nous sommes peut-être encore un psychotrope, des questions qui sont aujourd'hui à poser. Et donc cette trajectoire d'alcool, elle est aujourd'hui intrinsèquement liée à notre produit qui est le vin et à notre culture qui est le vin. Et les deux doivent être combinés, travailler ensemble. Accessibilité, Stanislas, dit Samuel Mongermont. Est-ce que vous avez le sentiment, alors je vais vous demander votre avis à vous en tant qu'amateur de vin, mais également avec vos amis, parce que j'imagine que, comme tout jeune normalement constitué, vous sortez parfois entre amis. Est-ce que le vin aujourd'hui vous paraît à vous inaccessible d'une certaine manière ou pas ? Je ne pense pas que le vin soit inaccessible. Je pense qu'on a rendu certaines catégories de vins inaccessibles par leur prix déjà, mais aussi par les connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a pu observer avec l'association au sein de l'école, c'est que l'étudiant, le jeune de manière générale, n'est pas renseigné sur le vin et donc ne se sent pas légitime dans l'achat. Aujourd'hui, on voit dans les grandes surfaces, on a plusieurs centaines de références de vins et le jeune est perdu face à toutes ces références et ne sait pas ce qu'il doit acheter et donc va se replier sur d'autres choses. Donc il y a un mix entre l'accessibilité et les connaissances. Ça va être des alcools forts ou bien la bière. Alors c'est toujours des boissons alcoolisées parce que la base de l'achat c'était quand même la boisson alcoolisée, mais pas forcément du vin par manque de connaissances beaucoup. Donc il y a
d'une part l'accessibilité à la connaissance et parfois aussi au niveau du prix, où on retrouve souvent des vins entre guillemets bas de gamme, et quand on ne sait pas ce qu'on achète, et des fois on a le malheur de tomber sur des produits qui ne nous plaisent pas, et donc on va avoir tendance à se dire que les vins bas de gamme sont pas bons, et que donc du coup ça n'est pas dans notre portefeuille que de se permettre d'acheter une bonne bouteille et donc d'être sûr de sa qualité. C'est quoi une bouteille chère pour vous, vos camarades de classe? À partir de combien vous dites, oh là non, ça je ne l'amène pas, je ne prends pas ça pour une soirée? Alors à titre personnel ou de manière générale? Les deux, mon capitaine. À titre personnel, une bouteille chère, je dirais que c'est à partir de 70 ou 80 euros pour moi. Je sais que je vais diviser là. Et pour des étudiants, je dirais que de manière générale, ce qu'on a pu observer... Ils vont vous laisser leur carte à côté. Pour des étudiants, on va plutôt partir sur une quinzaine d'euros. On passe sur une bouteille qui est chère, oui. Merci. Eva, on entend à la fois ce que dit Samuel et puis ce que dit également Stanislas. Alors il y a une accessibilité par le nombre de références. C'est vrai qu'au supermarché, si on cherche des boîtes de raviolis, grosso modo, on a 3 marques. Si on cherche une bouteille de vin, on a tout de suite 200 références. Est-ce que, je prends l'exemple du supermarché parce qu'une bouteille sur 2 s'achète en supermarché et qu'il n'y a pas de conseil, contrairement à chez un caviste. Est-ce que le fait d'avoir trop de références finalement au supermarché peut être également un frein à l'achat? Absolument, étant donné que, encore une fois, Caroline Père le disait en introduction, on a besoin de repères. L'étiquette joue un rôle, on le sait. Et il me semble que c'était Samuel Mongermont, vous m'arrêtez si je me suis trompée, vous m'aviez dit une fois, le monde du vin n'a pas encore inventé sa confiture Bonne Maman. Et c'est tout à fait vrai. Le monde du vin n'a pas inventé sa confiture Bonne Maman, n'a pas inventé une marque qui soit connaissable et reconnaissable, identifiée par tout le monde. Aujourd'hui, les marques qu'on a en grande distribution, ça va être des marques du Nouveau Monde, ça va être du 19 Crimes, ça va être du Yellowtail. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'en France, on n'a pas une marque qui fédère. On n'a pas ça. Ensuite, j'aimerais juste revenir sur quelque chose qu'a dit Stanislas par rapport à l'accessibilité. Qui est tout à fait réel. Je vous invite à aller faire un tour sur le compte Instagram d'une application, une application de learning dédiée au vin qui s'appelle Winology. Ils font des micro-trottoirs dans lesquels ils vont dans la rue, faire interviewer des gens, donc, et ils demandent à des jeunes qui passent, donc des passants, est-ce que vous savez ce qu'est un cépage? Et il y a quand même quelqu'un qui a répondu, c'est une variété de champignons. Donc en fait, ça nous permet en fait de prendre un peu de recul sur tout ce qu'on dit là aujourd'hui et de nous rendre compte qu'effectivement, on fait partie, même sans le vouloir, sans en être consciente, d'une certaine élite, parce qu'on a des connaissances au sujet du vin. Et aujourd'hui, notre travail, nous, c'est de vulgariser sans appauvrir le discours, de simplifier sans être simpliste, bien entendu, mais d'utiliser peut-être des mots accessibles. Ça va passer aussi par les usages, mais ça, je pense qu'on en parlera après au niveau de l'hybridation des usages, en parlant, en faisant appel à de la mémoire sensorielle, à des aliments, à des goûts que tout le monde peut connaître. Donc voilà. Merci. Vincent, avant de passer la parole à la salle, vous, pour vous distinguer dans un monde du vin désalcoolisé où il commence à y avoir de la concurrence avec des groupes qui ont peut-être d'autres moyens que vous avez l'antériorité, mais eux, ils ont les moyens peut-être financiers de s'assurer une campagne marketing. Vous avez fait le choix d'avoir notamment une égérie pour raconter une autre histoire. Ça fait partie, c'est un des projets, une des options que l'on a, et qui est assez symptomatique de l'évolution de sans alcool. Donc on a fait une marque, pour dire à tout le monde, qui s'appelle Delavité, qui est une marque de sans alcool, dont l'égérie est Cara Delevingne, qui est une top modèle anglaise. Voilà, donc il y a nos concurrents, enfin, French Bloom, qui est qui est aussi avec une autre mannequin. Moi, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sans-alcool attirent quand même des gens plus jeunes, plus sexy. Voilà, il y a quand même un intérêt avec ça, quoi. C'est-à-dire que dans le rajeunissement, aller chercher notre clientèle, c'est vrai qu'on y arrive plus facilement qu'avec des vins, quoi.
Voilà. Aujourd'hui, si on prend des ambassadeurs connus de vin, tu vas avoir un Pierre Arditi, tu vas avoir un Gérard Depardieu. Enfin, il n'y a rien de très sexy, quoi. Et très moderne, quoi. Il n'y a plus Gérard Depardieu, en fait. Il y a plus Gérard Depardieu. Non, mais je veux dire, si on regarde un peu les égéries, les symboles du vin, du monde du vin, on a souvent des gens assez vieux, quoi. Assez vieux, plutôt masculins, etc. Alors que sur les sans-alcool, on est en train d'aller chercher des gens beaucoup, beaucoup plus jeunes. Et c'est moi ce que je trouve intéressant dans la crise actuelle, c'est que avec les sans-alcool, on va vraiment chercher de nouveaux consommateurs. C'est-à-dire que quand on a basculé, par exemple, de rouge sur des rosés, ou qu'on bascule de rosé sur des blancs ou sur des effervescents, bon, nous, en tant que producteurs, au final, tu vends toujours une bouteille, quoi. Je veux dire, le gars qui t'a acheté une bouteille de rouge, qui t'achète du rosé, il t'achète toujours une bouteille, enfin, ou un carton, ou ce que tu veux. Mais enfin, on ne vend pas plus et on n'a pas élargi notre clientèle. Alors qu'avec les sans-alcool, voilà, les gens qui consomment ça, c'est des gens qui ne consommaient pas de vin. Et donc, on a vraiment élargi notre clientèle et on élargit aussi les moments de consommation. C'est-à-dire qu'on va aussi chercher des gens qui pouvaient boire du vin, mais qui, à un certain moment, parce qu'ils ont besoin de conduire, parce qu'ils ont ceci ou cela, n'auraient pas consommé d'alcool. Donc, souvent, dans la filière, je comprends que des fois, ça irrite les sans-alcool parce qu'il y a derrière tous les combats prohibitionnistes, etc., et que ces gens-là poussent vers ça. Mais il faut voir que c'est quand même aussi une opportunité pour la filière d'un accroissement de ses ventes par un accroissement réellement de sa clientèle. C'est-à-dire, ce qu'on cherche tous, c'est accroître notre clientèle. Et là, on va vraiment chercher des nouveaux clients et des nouveaux moments de consommation. Et c'est ça qui est intéressant sur la partie sans alcool. Pour qu'on se comprenne bien, Vincent Pugibet, c'est-à-dire que vous avez élargi votre clientèle, j'entends, mais est-ce que le sans-alcool est aujourd'hui pour vous un relais de croissance ou est-ce qu'il vient simplement finalement remplacer, comme vous le disiez tout à l'heure, on vend moins de rouge alors on fait du rosé, il vient remplacer une couleur. Non, c'est clairement un relais de croissance. C'est clairement un relais de croissance. Et voilà, et que bon, si demain, ces vins-là, ça représente peut-être aujourd'hui 2% des ventes au niveau. J'ai reçu mondial, des acheteurs de GD la semaine dernière. Ils disaient que ça représentait 2%, mais bon, peut-être que demain, ça va représenter 3, 4, 5%. Et pour vous, ça représente combien ? Nous, c'est 30. L'an dernier, c'est 30% de nos ventes, donc à peu près. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous nos clients qui nous achetaient des vins, aujourd'hui, ils te commandent une semi, ils te mettent 2-3 palettes dessus, quoi. Il y a des gens qui nous commandent que ça, mais il y a aussi beaucoup de clients, depuis le Cavis jusqu'à des chaînes de distribution, qui vont rajouter ça dans le truc. Donc toi, tu vas compléter un camion, tu vas compléter une palette avec ça. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment, à ce niveau-là, c'est intéressant. Et après, bon, on peut en parler librement ici. Ça fera bondir tous les hygiénistes. Mais moi, je le vois, c'est aussi intéressant pour aller chercher des nouveaux consommateurs jeunes, quoi. C'est-à-dire que moi, je le vois au niveau des gamins à la maison. Ils vont boire facilement des vins sans alcool et quelque part ça leur donne le goût du vin, quoi. Et ça, alors ça fera bondir plein de gens, hein, mais c'est une réalité. Quand tu as des gens qui viennent au caveau, qui viennent déguster, s'ils sont avec des enfants, tu commences à faire d'abord déguster aux gamins les sans alcool, déjà tu es sûr que tu vas vendre les cartons et ça leur donne ce goût-là, quoi. Moi je vois les petits à la maison, mais des fois tu te dis, mais, tu rêves, ils sont avec le téléphone, la bouteille à la main, en train de picoler son truc là. À 10 ans, ça surprend. C'est en faire leur champomis, quoi, en gros. Ouais, mais honnêtement, moi j'avais l'impression qu'ils nous voyaient. Moi j'ai 3 garçons, hein, donc avec des âges différents, donc on voit des générations aussi différentes, parce qu'il y a 8, 14 et 20, tu vois, donc on a quand même trois âges un peu différents en termes de leur approche. Et moi, j'avais le sentiment qu'ils te voyaient un peu comme papa, un dinosaure, il fait du vin, ça fait un peu ringard, enfin, tu vois, has-been, comme vous dites. Et là, depuis qu'on fait les sans-alcool, qu'il y en a souvent à table, ça leur a donné le goût aussi de découvrir autre chose, quoi. Stanislas, vous avez déjà goûté, vous ? Non, jamais. Non. Il le faut. Je vais demander aux personnes de moins de 30 ans, il y en a quelques-unes ici, si elles ont déjà goûté du vin sans alcool, si elles peuvent lever la main. Ah oui, quand même. Vous travaillez dans le secteur ou pas ? Vous travaillez dans le secteur ? Je vous regarde parce que vous êtes au premier rang. Oui, donc vous êtes déjà un peu initié. Est-ce qu'on a des questions d'ores et déjà pour nos intervenants avant de leur donner la parole ? N'hésitez pas. Hein. Ça vous intéresse jusqu'ici ou pas ? Ouais, ça va quand même. Oui. Allez-y, madame. Et après. Michel Trévoux, je suis journaliste pour La Tribune. J'avais une question sur le profil de ces consommateurs de vins sans alcool, parce que tout
tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'il y avait également, c'était pas que des jeunes finalement, tu avais aussi découvert qu'il y avait des personnes plus âgées. Donc, est-ce que tu as une idée à peu près de... Non, moi, ce que je trouve amusant dans le profil, hein, c'est que donc on a la gamme plume qui est historique, vous connaissez, donc nos vins à 9 degrés, et on a aujourd'hui les sans alcool. Et moi, souvent, c'est intéressant, surtout aujourd'hui où on parle beaucoup des low alcool, de montrer la différence. Sur la gamme plume, on vend à peu près toutes les semaines un peu plus d'une palette de vin à des particuliers. Donc, par Internet, on a l'âge moyen des gens. L'âge moyen du consommateur d'un vin à 9 degrés, 72 ans. C'est l'âge moyen qu'on a sur l'année, 72 ans qui nous prennent. C'est-à-dire que ces vins légers, c'est vraiment des personnes âgées qui sont consommateurs quotidiens de vin. C'est-à-dire que du lundi midi au dimanche soir, il y a du vin sur la table et qui vont consommer ça parce que ça, ils peuvent le boire et que les vins à 12 ou à 13, ils ne peuvent plus les boire. Et ça, je veux dire, on a démarré la gamme plume en 2005 et on a ce constat depuis le début, quoi. Je veux dire, on vend par le réseau Nicolas la gamme et on avait ce sentiment-là. Aujourd'hui, on a des chiffres précis sur ça et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la catégorie low alcool, on n'a pas le sentiment qu'on a attiré des jeunes, c'est vraiment le consommateur traditionnel de vin qui boit ça. Bon. Par contre, sur les sans-alcool, on a une clientèle qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire, ça va des gens totalement abstinents, de très jeunes, comme j'ai parlé tout à l'heure de mes gamins, jusqu'à la grand-mère qui, le dimanche et midi, va pas vouloir boire d'alcool. Donc, de tous les âges, de tous les sexes, de toutes les religions. On n'a pas, disons, quelque chose de vraiment de très précis. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne cible pas avec les sans-alcool une catégorie très précise. Aujourd'hui, la notion de bon vin, la notion gustative, que ce soit de vin ou d'une boisson alcoolisée, comme on pourrait l'appeler, qu'est-ce qui est attendu en termes de bon et de goût? Qu'est-ce qui va être réellement qualitatif? On parle effectivement de sans-alcool dans les évolutions, mais on parle insuffisamment de ce qui est qualitativement attendu en termes de profil. Stanislas, sur cette question, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un vin? Et puis Eva ensuite, gustativement parlant. À titre personnel, moi j'ai grandi dans une famille où le vin occupe une place très importante, que ce soit dans les moments festifs ou alors dans des cadres plus familiaux, le dimanche midi avec le repas. Moi j'attends d'un vin qui me fasse rêver, qui me fasse voyager, que je puisse reconnaître les marqueurs de la région dont il provient, des cépages avec lesquels il a été fait, voilà, qui me raconte quelque chose et qui se marie bien aussi avec le plat avec lequel je vais le boire, ou alors juste entre amis, qu'on se rappelle qu'à ce moment-là, on avait passé un bon moment parce qu'on avait bu aussi ce vin-là et qu'on s'en souvienne et que ça fasse des souvenirs. Et je pense qu'avant tout, c'est ça qui est important dans un vin. Et plus côté gustatif, je ne saurais pas forcément répondre particulièrement parce que j'aime à peu près tous les vins de manière générale, mais non, il n'y a pas une chose en particulier en tout cas qui prime sur l'autre au niveau gustatif pour moi. Merci. Eva, vous aviez tout à l'heure parlé, il me semble, évoqué la question de multi-moments ou peut-être d'usage. Voilà. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des goûts différents pour différents moments pour vous et lesquels? Alors déjà, il y a tout ce qui est aromatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de ce qui ressort, nous, des panels qu'on organise donc pour nos clients, en B2C notamment, et là c'est tout âge confondu, ce qui ressort c'est quand même la recherche de vins aromatisés, c'est-à-dire qu'on s'est bien moqué longtemps de tout ce qui est rosé, pamplemousse et tout, mais nous on a des vraies demandes pour de l'aromatisation, par exemple avec de la cerise, des vins effervescents aromatisés, ça existe, ce qui nous emmène sur une autre piste, celle de la mixo avec le vin. Je sais qu'il y a le château Vieux-Moulin qui fait ça dans les Corbières et qui propose justement son pet nat
avec du Sprite. Ça fait, il paraît, un tabac auprès d'un public américain. Il y a aussi le cellier des Demoiselles à Saint-Laurent-de-la-Cabrerise qui propose donc 2 pétillants à base de vin. C'est un peu comme des bières, le rouge et le rosade, qui permettent de faire des cocktails. Et ils ont sorti plus récemment, donc on parlait justement de la désalcoolisation, et je trouve que c'est très intéressant aussi pour aller les draguer des nouveaux consommateurs, d'aller sur un degré d'alcool réduit. Eux, ils sont dans les corbières, et par exemple, ils ont fait le choix, pour rester dans leur ADN de marque, c'est-à-dire quelque chose d'un peu traditionnel, ils ont choisi de vendanger en sous-maturité. Le vin sort à 11, 5, 12, il me semble, et aujourd'hui, ça fait un tabac. Mais pour autant, ils ne sont pas allés sur de la désalcoolisation parce que eux, au niveau de leur ADN de marque, c'était par accord. Après, encore une fois, je pense que ça vient de l'ADN, ça vient de tout ce qu'on veut faire passer avec sa marque. Et donc, pour répondre à votre question, les usages, il y a un gros usage à faire en mixologie, sachant que c'est projeter les consommateurs dans le moment de consommation. Donc, on peut absolument, là, je parle sous contrôle de Samuel Mongermont, on peut absolument parler d'usage et parler de moments de dégustation si on est juste sur de la recette pure et dure vis-à-vis de la loi Evin. Pas d'incitation à la consommation. Non, bien sûr, bien sûr. Bonjour, je suis Karine Erwin, la directrice générale de la société Vivelis. On l'a vu tout à l'heure, il y a une nouvelle génération qui est en train de rebattre les cartes. Donc, on va parler des jeunes, et je ne veux pas parler du sans-alcool, mais on voit bien que depuis quelques années, le vin est en train de perdre son monopole du lien social. Eva vient de répondre un petit peu à la question que je voulais poser, parce que j'ai bien aimé la façon dont vous vous êtes présenté sur le côté « moi j'aide ceux qui ne veulent pas mourir ». On sent quand même que dans la filière aujourd'hui, il y a une espèce de conflit entre le vin et le sans-alcool. Mais moi, je m'adresse plutôt à la filière vin. Qu'est-ce que la filière peut continuer à faire en termes d'innovation pour redevenir désirable et quelque part pour ne pas subir cette mutation profonde de la société à laquelle on ne va pas échapper? Le point de départ de notre problème, c'est que d'abord, notre premier marché, c'est le marché français. Donc c'est le marché peut-être qu'on a un peu délaissé d'ailleurs, parce qu'on a fait beaucoup de communication pour l'international et puis à travers les grandes presses internationales, etc. Notre premier marché, c'est le marché français. Et ce marché français souffre d'un symptôme crucial qui est que 6% des ménages français consomment 55% des volumes. Donc en fait, on a un marché qui est ultra concentré. Et ce marché-là, tant qu'il avait ses consommateurs en volume, on ne s'en apercevait pas tant que ça et on n'avait donc pas ces sujets d'innovation. C'est la raison pour laquelle, depuis, moi, ça fait 25 ans que je vends du vin. On n'a pas changé la façon de vendre du vin, mais je dirais depuis 50 ans, c'est toujours la même façon. Vous savez qu'en grande distribution, on présente le vin dans un linéaire absolument imbuvable, et j'utilise le terme volontiers, qui date d'une réglementation des années 70 qu'on n'a pas bougé. Il faut savoir que la grande distribution est contrainte de ces présentations-là parce que très normée et normée par la filière. Respect des AOP, respect des régions, respect des couleurs, respect des vins de France, etc. et des segmentations. Donc on souffre de ça. Encore une fois, ce chiffre-là, 6% des ménages français, ils ont tous plus de 50 et voire plus de 65 ans pour une grande majorité. Donc c'est ça qui va être l'enjeu des 10 ans à venir. Parce qu'il nous reste 10 ans là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit faire en face de ça ? Quand j'ai parlé d'accessibilité tout à l'heure, je ne parlais pas de la connaissance produit, ni effectivement du fait que visiblement vous faites partie des gens qui vont venir vers le vin parce que vous avez cette appétence particulière et vous allez apprendre le vin déjà par vous-même et vous irez les rencontrer, ces grands crus, ces grands vins, etc. La problématique, c'est 80% des vins qui ne sont pas concernés par des publics, je dirais, qui ont une appétence naturelle vers le vin. C'est 80%. Prix moyen d'une bouteille en France, en grande distribution, 4 €. 4 €. À l'intérieur de ces 4 €, on vend majoritairement du transport, de la matière sèche, de la logistique. Et de la TVA. Et de la TVA. Le vin ne pèse pas aujourd'hui plus de 23% du produit final. Il n'y a pas d'économie aujourd'hui viable de cette façon-là. Moi, je dis qu'aujourd'hui, un bassin comme les Côtes-du-Rhône, qui est majoritairement présent en grande distribution en France, en fait, c'est une région qui vend de la matière sèche, pas du vin. Donc quand je parlais d'une rupture d'accessibilité, c'est véritablement une rupture d'usage, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on abandonne la sacro-sainte bouteille de 75 centilitres. J'allais vous poser la question, vous êtes à Châteauneuf-du-Pape, on a une bouteille qui pèse 3,5 kg, qui est logotisée, à laquelle
Vous êtes sans doute très attaché, vous avez sans doute raison, mais force est de constater qu'aujourd'hui, faire la distinction entre deux produits, entre deux vins, c'est compliqué en GD. Alors, avant de d'étendre sur les problématiques des bouteilles armoriées, je veux finir mon propos sur l'accessibilité, parce que c'est là qu'à mon avis peut se résoudre une grande partie de nos problèmes. Quand je parle d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on est la seule boisson, toute boisson confondue, pas que alcoolisée, qui ne dispose pas de sa machine de distribution et qui ne dispose pas d'une capacité de consommer en portions. En portions. Aujourd'hui, vous voulez un verre de vin, bien sûr au restaurant, mais ce n'est pas encore extrêmement bien mis en place parce qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup de pertes, et ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le prix du vin est très cher finalement au verre. Disons-le, c'est hors de prix. C'est hors de prix. La portionnalité qui existe dans quasiment toutes les autres, vous savez que 75% de la bière est vendue en dessous de 30 centilitres, 33 centilitres. 75%. Nous, à 87%, nous sommes vendus à 75 centilitres. Et 75 centilitres n'est pas un contenant idéal pour la consommation. Trop important, des raisons de santé publique, on en a parlé, l'alcool, c'est pas aussi tendance que ça. Donc quand on est un couple, quand on est en famille monoparentale, je suis désolé, on recule d'autant l'acte de consommation que la bouteille est trop grande. La deuxième chose dans la portionnalité qui est très important, et Eva, vous en avez parlé, c'est que notre consommateur, on a tellement aussi rendu un peu complexe l'approche du vin, notre consommateur, je dis, il est perpétuellement en mode d'exploration quand il achète une bouteille de vin. C'est un explorateur. Alors c'est sympa d'être un explorateur. À l'époque, il y avait Dora quand j'étais jeune papa et je la voyais se balader, ça faisait animer toute la maison. Mais l'explorateur, quand le prix de la bouteille pèse 75 centilitres, c'est moins drôle. Donc je n'y vais pas. Si demain, je peux explorer sur des contenants plus réduits, des contenants qui sont plus adaptés, c'est-à-dire, évidemment, ça demande une révolution de machine, mais il y a des choses qui existent, il faut que la filière se mobilise là-dessus, évidemment que je vais me risquer plus facilement. Et là, j'en reviens à cette notion de produit. Le vin n'a pas de problème de goût, d'adaptation au goût au marché. Aujourd'hui, quand on organise des événements type Live des Côtes-du-Rhône, Cœur d'Avignon, 5000 personnes qui dégustent du vin pendant toute la soirée et qui sont potentiellement tous très jeunes, il n'y a pas de retour de problème de qualité de produit, tout le monde y trouve son compte. On a la chance dans le vin d'avoir une telle diversité qu'on y trouve notre compte. Ce n'est pas le produit qu'il faut remettre en question, c'est encore une fois la façon dont on peut l'approcher, comment on peut l'appréhender. Je ne connais pas une industrie aujourd'hui qui a autant de freins à la consommation de son produit. Pas une. Je finis la dernière chose parce que j'aime bien l'image. La portionnalité, vous la connaissez tous, pour ceux qui sont de ma génération et avant, c'est la vache qui rit. La vache qui rit, c'est la portionnalité. Je veux manger une vache qui rit, je peux prendre qu'une portion. Eh bien nous, quand on veut une portion de vache qui rit, il faut bouffer la boîte. Je voulais revenir sur un point abordé par Samuel par rapport à l'accessibilité et par rapport au fait que les jeunes boivent du vin dans les festivals, ce qui m'amène sur un autre point, c'est-à-dire qu'en 2024, il y a Michel Chapoutier qui a lancé son rouge clair. Okay, donc il normalisait le fait de mettre des glaçons dans du vin rouge. Et en fait, ça vient le constat que je me suis fait quand vous parliez, c'est qu'effectivement, on a fait peur aux consommateurs et on a tout complexifié. Il y a 10 ans, je me souviens parce que j'étais à l'école, on apprenait le vin, on nous apprenait que mettre des glaçons dans du rosé, c'était péché. Aujourd'hui, à la limite, s'ils veulent mettre des glaçons dans leur vin, grand bien leur fasse, au moins ils consomment. Donc littéralement, on a mis de l'eau dans notre vin. Au début où on a travaillé sur la désalcoolisation, j'avais fait plusieurs conférences, j'en avais une où je faisais le parallèle entre le niveau d'alcool des vins, l'évolution du niveau d'alcool des vins et l'évolution des contenants. Et dans les années 70 ou au début des années 80, le vin faisait en moyenne entre 10 et 11 et il y avait encore la bouteille 6 étoiles d'un litre. Puis tu es monté à 12 degrés et à 12-13, tu es passé à 75. Et aujourd'hui, qu'on est avec du 13 et plus, on est sur des bouteilles, on est souvent sur du vin au verre. Et c'est vrai que quelque part, c'est assez il y a vraiment un lien entre le niveau d'alcool et le niveau de consommation. Et que je pense que là, quand tu dis la bouteille, elle est 75, elle est plus adaptée aussi parce que le niveau d'alcool dedans
fait que tu ne peux pas, à 2 personnes, tu ne peux pas la finir, quoi. Je veux dire, c'est juste pas possible. Et je veux dire, une bouteille entre 13 et 14 degrés, tu te la siffles à 2 avec madame qui boit pas trop, je veux dire, ça commence à faire une dose d'alcool qui est relativement importante, quoi. Merci. Est-ce que Nicolas, le premier caviste ou la grande distribution sont aujourd'hui prêts à cette révolution de l'emballage et à révolutionner leur manière de recevoir les vins et aussi de les exposer? Moi, je parle pour nous. On a commencé à faire du 33, par exemple, avec, pour des vins sans alcool, mais aussi on le regarde pour des vins. Disons que moi, je suis pas des grandes prétentions au niveau commercial. Je suis pas un très très bon commercial, mais disons que quand même, on sent un frein au niveau des distributeurs d'aller vers ça, en particulier sur les marchés français. À l'export, on voit plutôt des rayons de petites bouteilles qui se développent en Hollande ou ailleurs, ou aux États-Unis, mais en France encore, ce packaging-là, il y a quand même malgré tout beaucoup de freins de fans distributeurs. Oui, merci. Moi, j'avais une petite question. Je pense que Hervé Hanin de l'Institut Agro à Montpellier. Et d'abord, merci pour vos interventions. Je trouve ça extrêmement éclairant. Je pense que si on veut recruter des jeunes, il faut leur parler sincère, il faut leur parler honnête. Et en communication, de façon générale, je trouve extrêmement éclairant tout ce que vous dites. On peut parler de marketing du vin, et merci Vincent d'en parler avec beaucoup d'honnêteté, alors qu'il y a 30 ans, c'était encore un mot qui était tabou. Et je vois apparaître un mot, merci Samuel, de parler de psychotrope. C'est un mot qui était tabou encore il y a peu, alors que tout le monde sait bien, quand on a étudié un petit peu l'histoire, que un des grands succès du vin, ça a été aussi la révolution industrielle. Et voilà, peut-être qu'il fallait avoir un peu de vin pour descendre au fond de la mine, vu les conditions de sécurité à l'époque. Mais on en parle assez rarement. Et même jusqu'à il y a peu, la filière avait tendance à dire que l'alcool du vin n'était pas le même. Voilà. Et cette défense mal assurée, je pense, a joué un rôle extrêmement néfaste. Je trouve extrêmement intéressant que aujourd'hui, vous posez très bien le problème. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé quand vous dites que l'OMS, qui avait un mandat pour traiter de l'addiction, finalement va jusqu'au bout. Et c'est déjà, on connaît la capacité des institutions de créer leur logique propre, d'être accompagnés par des médecins qui sont a priori les plus spécialistes pour parler de ces choses-là, sauf qu'eux, ils voient que des cas extrêmement terribles, donc c'est peut-être pas les meilleurs. Et je me dis, est-ce qu'il y a une place finalement pour l'alcool dans l'avenir, dans lequel on ne nie pas ses véritables propriétés psychotropes, mais dans lesquels on ne se ligote pas par ces vraies difficultés. On le retrouve une place sans le nier. Mais comme disait très bien tout à l'heure, c'était, je crois, Gwenaël qui disait, en reprenant les propos de Jean Nathalie, l'alcool, c'est pas que mauvais. Voilà, est-ce qu'il y a une place pour ça? En tout cas, ça ne sera pas sûrement par la négation ni de l'un ni de l'autre. Je ne sais pas ce qu'en pense Samuel. Moi, je suis totalement en ligne là-dessus. Je vais retirer ma casquette de vin et société pour ne pas emmener toute la filière. Mais personnellement, je pense qu'on a tout à gagner en s'assumant. C'est évident. Aujourd'hui, quand on voit l'approche de la génération Z, qui sera la génération des consommateurs de demain, et effectivement l'approche qu'ils ont plutôt assez négative de l'alcool en général, parce que finalement, mal identifié dans ce qu'elle procure, ce qu'elle ne procure pas, etc. et tout, on aurait tout intérêt à assumer que nous ne sommes pas un produit neutre, qu'il y a, je dirais, une règle d'usage, et que cette règle d'usage, on a commencé la filière à communiquer dessus avec la modération, mais il faudra aller plus loin, parce que le concept de modération ne nous suffira pas, puisque si chacun met son concept de modération, il peut être plus ou moins avec un curseur important. Et je crois qu'en réponse à la santé publique, définitivement, s'assumer comme ça pourrait être, en tous les cas, une réponse, ou le début d'une réponse. Et je rejoins, personnellement, si on ne s'assume pas et qu'on essaye de cacher encore les choses, ça n'ira pas au bout. Mais je crois qu'aujourd'hui, la filière elle a quand même beaucoup évolué. On entend de moins en moins quand même cette position de dire l'alcool dans le vin, c'est pas tout à fait de l'alcool. Je crois que là, on a quand même tous compris. Et les jeunes acteurs de la filière ne le pensent pas non plus et savent que derrière, il y a quand même cette notion d'alcool très importante.
Merci. Alors, on a 2 questions ici. J'invite aussi, on a une assemblée qui est relativement mixte. Mesdames, n'hésitez pas non plus à prendre la parole. Bonjour, Cyril Crassous, Société Brune et Hercia. Je suis aussi membre de Vinceo et j'aimerais faire un petit parallèle avec l'étude de prospective que nous avons réalisée ces derniers mois. Donc, dont Hervé Hanin a été l'un des moteurs. Dans l'un des scénarios de ce que pourrait devenir la filière à l'horizon 2045, il y avait un scénario qui disait les plus durables gagnent. Les nouveaux consommateurs, on peut parler par exemple de la génération Z, sont attachés aux enjeux environnementaux. Est-ce que pour vous c'est un facteur pour aller draguer ces nouveaux consommateurs? C'est un sujet, si on parle alors je ne veux pas t'attaquer, du zéro alcool, mais on ne coche pas beaucoup de cases en termes de toutes les empreintes carbone, l'eau, l'utilisation de l'eau. Un sujet, l'eau. Si vous croyez que demain on va irriguer les vignes avec de l'eau et produire du vin avec de l'eau et le désalcooliser avec de l'eau et d'expliquer en fait que tout ça c'est pour faire un produit, ça va être sociétalement très compliqué. C'est des vraies questions. Évidemment qu'on doit se poser ces questions environnementales. Stanislas, vous, ça vous parle ce discours marketing? Alors, je rejoins le propos là qui vient d'être partagé à l'instant. C'est-à-dire que les jeunes, alors en faisant partie, moi je suis pas forcément séduit par ce qu'on peut mettre de nouveau en place, parce que des fois en fait ça cache bien d'autres choses qui sont pas toujours très belles. Voilà, désalcoolisation avec l'eau, ce traitement en fait c'est fait avec de l'eau. Donc finalement, des fois certaines actions qui sont mises en place cache une réalité qui n'est pas toujours très belle. Alors non, moi je ne suis pas très sensible à ces choses-là. Je préfère d'abord me renseigner, être sûr de ce qu'on me dit en fait, parce que voilà, par exemple les petites vignettes bio ou ces choses-là, voilà, c'est bien, mais je préfère d'abord aller voir par moi-même, me dire d'accord, ça comprend ça, ce qui a été fait, et ensuite là il va y avoir la prise de décision dans l'achat. Mais par contre, pour parler aussi peut-être au nom des étudiants, des jeunes plus largement, c'est pas un comportement qu'on a identifié. C'est pas parce qu'on propose un vin bio ou un vin qui a été fait de telle manière, un vin nature, que ça va séduire plus, et c'est même parfois plus un frein au questionnement et donc à la consommation presque, parce que l'étudiant n'est pas sûr, ou le jeune de manière générale, de ce qu'il va consommer, et donc préfère peut-être rester sur quelque chose parfois plus traditionnel. Oui, bonjour, Aymeric Louvet, je suis avocat en droit vitivinicole et administrateur de Vinceo. Le sujet est lié à la séduction, et notamment des jeunes et des nouveaux consommateurs. Donc moi, pour ma partie, ça renvoie à la réglementation. On n'en a pas parlé, mais vous avez parlé communication, donc pour moi ça renvoie à la loi E20. C'est bien évidemment une loi qu'on connaît tous et toutes, qui est ancienne, qui est rebattue, débattue, mais encore d'actualité. Il suffit d'ouvrir la presse spécialisée viticole pour le voir, avec l'affaire José Garcia encore récemment. Donc la question, elle est multiple, elle est comment arriver à communiquer dans cet univers José Garcia, on est sur une marque de vin qui va associer à sa marque l'image de José Garcia, et qui va même faire figurer José Garcia son visage sur l'étiquette, et ça va même, la stratégie communication va se traduire par José Garcia qui va être filmé en train de générer des dégustations, d'organiser des dégustations dans la rue, voilà, et c'est tout le sujet de savoir si est-ce qu'on est dans le champ, est-on déjà, parce qu'il y a un sujet qui se pose, c'est est-ce qu'on est dans le champ de la loi E20 parce que l'étiquette sur la bouteille est-elle un support de publicité au sens de la réglementation de la loi E20? Bon, c'est un sujet qui refait surface, alors même qu'il a été traité par nombre de décisions. Hein. Je défends les opérateurs du secteur viti, mais c'est un sujet. Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet le plus pertinent, mais en tout cas, c'est un sujet. Mais au-delà de ça, on a d'un côté donc, les vins alcool soumis à la loi E20, le vin sans alcool qui n'est pas dans le champ de la loi E20, par définition, qui peut s'associer donc une top modèle pour générer une image, ce que ne peut pas faire par définition. Je vous renvoie à la décision Émiline Paris, la série associée à un vin. Donc comment on fait pour, quand on est un service marketing, on est une agence, pour se mouvoir dans le cadre de cette réglementation? Vin et Société a fait un travail considérable
sur la vulgarisation et les connaissances à transmettre sur la loi E20 à tout opérateur. Mais par rapport à ça, est-ce qu'on peut espérer demain une évolution de la loi ou c'est impossible? Est-ce qu'il faut jouer l'hypocrisie comme l'ont fait les bières, c'est-à-dire avoir une bière sans alcool qui bizarrement, sous laquelle on va communiquer sous une marque de bière sans alcool qui bizarrement évoque la bière avec alcool? Donc je communique à fond de façon débridée, sans être dans le champ de la loi E20 sur ma bière sans alcool, pour générer des clients sur la bière avec alcool, dans la même image de marque. Est-ce qu'on reste dans cette hypocrisie-là, sachant que les opérateurs au quotidien, ils n'ont pas tous les épaules, comme Vincent Pugidet, d'affronter des combats avec l'administration, avec le contentieux, et ils se posent des questions, comment communiquer? Merci. Samuel, faut-il la faire seulement évoluer, cette loi, ou est-ce que c'est une bonne loi en l'état, vous vivez avec depuis 30 ans? Alors, les bières ont vécu avec. Ils n'ont pas totalement... ils sont en baisse aussi aujourd'hui de consommation, globalement. Ils ont quand même réussi à endiguer leur déconsommation, qui était dans la même trajectoire que nous il y a une vingtaine d'années, avec la loi E20. Donc la loi E20 n'est pas que la réponse de s'il n'y avait pas de loi E20, est-ce qu'on aurait probablement baissé autant la consommation? Je pense que oui. La deuxième question, faut-il réouvrir la loi E20, le débat? J'ai eu moi-même une discussion avec Catherine Vautrin, qui est pour une fois ministre de la Santé, en tous les cas la tutelle, qui est à l'écoute de la filière, parce que origine champenoise et elle n'est pas complètement fermée là-dessus. Son analyse est très simple, n'ouvrez pas la boîte de Pandore. N'ouvrez pas la boîte de Pandore. Et là, je reviens à mon premier discours, OMS, santé publique. Je vous jure que si on ouvre ça, on sait ce qu'on a, mais on ne saura pas ce qu'on aura à la fin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on a autant de gens contre nous que pour nous, voire peut-être moins. Je dirais qu'il ne faut pas, il faut pas y toucher. En revanche, rappeler la loi E20 qui n'interdit pas tout, ce qu'on a fait avec 20 sociétés, tenter de temps en temps, et on l'a fait avec l'énotourisme, d'avoir une capacité de lier la promotion de nos territoires et non pas la consommation d'alcool, ça peut s'articuler avec la loi E20. Mais voilà mon analyse sur la loi E20. Et après, les communicants savent en général bien s'en accommoder. Et grâce à la loi E20, vous savez qu'on a réussi pour l'instant à ne pas être dans toutes les lois des influenceurs et compagnie, parce que nous avons fait valoir qu'on avait une loi déjà très restrictive et que ce n'était pas la peine de rajouter de la loi à la loi. Donc ça nous a aussi servi sur les réseaux sociaux. Mais j'en appelle quand même à tout le monde de rester modeste sur les réseaux sociaux. La loi E20 s'applique sur les réseaux sociaux. Eva, oui, allez-y. Oui, alors depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de produits et c'est justement sur ce quoi je travaille avec mes clients, c'est-à-dire que créer une marque, ça va au-delà du produit, ça va au-delà de la Sainte Trinité, à savoir terroir, famille, histoire. C'est créer un univers de marque, mais qui embarque les consommateurs. Ça peut embarquer les consommateurs justement par le biais du sans-alcool, comme le fait Vincent Pugidet avec Cara Delevingne. Ça peut être par l'histoire, comme le fait par exemple la famille Brumont avec les châteaux Montus et Bouscassé. Je pense notamment à leurs impériales qui sont les nuits impériales qui sont organisées à la propriété tous les étés et qui cartonnent, alors que tout le monde nous dit que l'histoire ça n'intéresse plus personne et que le côté tradition n'intéresse plus les jeunes. Pour autant, ça se joue depuis 3-4 ans à guichet fermé. Donc en fait, il s'agit d'avoir un cap stratégique, de ne pas renier ses valeurs, mais surtout, donc pas ses valeurs, mais pas qui on est. C'est-à-dire que on peut dire beaucoup de choses sur d'où on vient, ce qu'on fait. On peut embarquer les consommateurs, pas que sur les réseaux sociaux. Qui d'entre vous, là, dans la salle, a un CRM? Utilise un CRM pour le travail? Vous avez des domaines sans CRM? Ok. Bah, par exemple, toutes ces personnes qui ne sait pas ce qu'est un CRM? Un outil où vous rentrez tous vos clients. Voilà. En gros, quelqu'un passe au domaine, vous récupérez son adresse mail. Avec ça, vous faites quoi? Vous pouvez préparer une séquence mail en 5 mails, histoire de présenter votre propriété, présenter vos valeurs, tout présenter en fait, présenter votre unicité, ce qui fait votre différence par rapport à la concurrence. Et derrière, parce qu'encore une fois, la communication, ce n'est pas que les réseaux sociaux. Derrière, le but, c'est de vendre, mais surtout, le but, c'est de créer un lien.
la personnalisation, on a beaucoup parlé de produits, mais aujourd'hui, la personnalisation du discours envers les clients, c'est quelque chose de fondamental. Le client, quand il reçoit un mail personnalisé, évidemment, ça aura beaucoup plus d'impact. C'est un peu comme nous, quand on va dans un restaurant, on se fait accueillir par un serveur qu'on connaît depuis X temps, qui sait où nous placer, qui nous appelle par notre prénom. C'est tout ça, en fait. C'est pas, le vin n'est pas... C'est terrible à dire et je sais que je peux prendre une volée de bois vert, mais le vin n'est pas qu'un produit, il y a toute une histoire à raconter et chaque histoire est inhérente à la famille, à la propriété qui produit justement le liquide. Une question, Eva, sur les fournisseurs qu'on a ici dans la salle. Comment est-ce qu'ils peuvent accompagner dans leur communication justement les producteurs ? C'est une très bonne question. Déjà, en faisant savoir les solutions que vous proposez. Le relais et le canal que je vous recommanderais d'utiliser, ça serait LinkedIn, parce qu'encore une fois, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Donc, la partie sociale, ça vous oblige plus ou moins à créer du lien, c'est-à-dire à répondre à des commentaires, à aller voir les gens, à ne pas rester dans votre coin. Ça vous permettrait de créer du contenu pour, encore une fois, attirer votre cible, répondre à ses problèmes, pour vous-même, encore une fois, attirer vos clients finaux. Donc ici, on serait vraiment sur du contenu B2B, du contenu d'expert à expert. Oui, Jacques Beauclerc, je suis propriétaire du château de Malmont et en même temps administrateur à Vincéo. Je voulais revenir sur quelque chose qui me paraît assez paradoxal. On parle d'hygiénisme et il se trouve qu'il y a une statistique qui est effarante, c'est le développement des produits interdits, qui sont les stupéfiants en général. Donc, comment ça se fait que sur un produit qui est interdit, il y a un développement important, alors qu'en termes d'hygiénisme, il y a quand même mieux que la cocaïne. Est-ce qu'il ne faudrait pas, et c'est peut-être une proposition, interdire le vin pour qu'il puisse se vendre mieux ? Après avoir tiré un trait sur la cocaïne, vous pouvez tirer un trait sur le vin. Allez-y, Vincent. Non, mais vous, franchement, je pense que on revient enfin au sujet, là, au vrai sujet, est-ce que l'alcool est has-been ? Et est-ce que la vraie question, c'est qu'on est en concurrence avec ces drogues. Moi, je veux dire, aujourd'hui, on a un développement aux États-Unis important des vins sans alcool qui est lié à la consommation de cannabis, à la consommation de champignons hallucinogènes, à la consommation de tout un tas de médicaments. Dans la présentation qui a été faite au début, on nous a présenté pourquoi la consommation diminuait, etc. Et souvent, on parle de ça de façon générationnelle en disant ouais, on a un travail moins physique, moins de trucs. Mais moi, je pense que c'est aussi lié à nos consommations de drogue, directement. Et quand on parle de drogue, ce n'est pas simplement des drogues illicites, de la cocaïne, de cannabis, de tout ce que vous voulez. C'est aussi tous les médicaments qu'on prend, qui posent quand même question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin, il préfère prescrire des Humex, tout un sac, un grog. Je sais pas, le rhume, il se soigne toujours à 7 jours. Que tu prennes de l'Humex ou à une semaine, c'est une semaine ou 7 jours, c'est pareil. Je veux dire, et aujourd'hui, moi, je pense que notre consommation d'alcool qui diminue, elle est liée réellement à ça, moi, je pense. Je pense que ce n'est pas simplement lié au fait qu'on aurait un travail moins physique, moins ceci, moins cela. Et que moi, je pense qu'une des questions, c'est aussi si on revient à la question que posait tout à l'heure Karine, c'est de rendre notre produit plus sexy. Moi, j'avais ma commerciale qui était là il y a 10 jours pour une dégustation à Rennes avec Biocop pour le lancement des foires au vin. À la fin de la dégustation, ils ont sorti les éthylotests pour tout le monde. Personne ne pouvait partir sans avoir soufflé. Ils retenaient les mecs à pavé. Et on en discutait. J'ai dit, mais tous ces mecs, ils sont tristes, quoi. Ils ont passé un jour qui était un jour festif à déguster, à préparer le foire au vin. Tu reçois tous les chefs de rayon. Et il y a tout le monde qui est triste. Qu'est-ce que vous voulez faire en vie comme ça ? On nie l'ivresse, on nie tout le plaisir qu'on peut avoir à ça. Et que moi, je pense qu'on a des vraies questions. C'est le fait d'avoir refusé de se dire que l'alcool était finalement une drogue, pas forcément une drogue comme les autres, mais en était une parmi les autres. Je pense qu'on s'est rendu ringard, quoi, à ce niveau-là. Et est-ce qu'une société peut vivre sans drogue ? Ça, c'est une vraie question. Donc aujourd'hui, on va accepter des drogues illicites, on va accepter tout un tas de choses et on va refuser celles qu'on connaissait. Bon, parce qu'on ne nie pas qu'il y ait des problèmes avec l'alcool, d'addiction, tout un tas de problèmes. Il y a des problèmes. Mais à la limite, ces problèmes-là, on les connaît beaucoup mieux.
ils sont beaucoup mieux expérimentés et c'est beaucoup moins dangereux, certainement, que tout un tas d'autres substances, comprends. Moi, enfin, aujourd'hui, si vous voulez, avec la double casquette, en faisant des vins sans alcool, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de religion sur ça, quoi. On n'en fait pas une... voilà, on n'était pas des abstinents, on n'était pas des militants pour un prohibitionnisme ou tout ça, au contraire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a travaillé sur ces sujets-là, on voulait moins de concentration d'alcool pour pouvoir en boire plus. Parce que ce qu'on oublie, je reviens sur la première intervention de M. Thomas, c'est que moi je pense qu'il y a un vrai problème avec les oenologues et avec la profession à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'alcool, si vous voulez, pour moi, c'est un condiment, comme peut l'être le sucre, le piment ou le sel. Et votre seuil de perception de l'alcool va dépendre de vos habitudes de consommation. C'est-à-dire que si vous buvez régulièrement des vins à 13, à 14, à un moment donné, votre seuil de perception de l'alcool, cette chaleur que vous avez en fin de bouche qui est liée à l'alcool, vous allez moins la sentir. De même façon que si vous mangez très très pimenté, à un moment donné, vous ne le sentez plus. Et on a tout un tas de prescripteurs, sans jeter la pierre aux oenologues, mais c'est aussi des journalistes, c'est aussi tous ces gens qui dégustent énormément de vin, on fait finalement la promotion de vins qui sont relativement imbuvables. C'est-à-dire de vins qui étaient à 13, à 14 et qui, pour le commun des mortels, ne sont pas buvables, ne sont pas consommables. Et on s'est coupé de notre culture, c'est-à-dire que souvent on parle de culture du vin, etc. Mais la culture du vin, que vous preniez des vins verts des Portugais, des Lambrusco italiennes, tous les vins de la vallée du Danube, le vin, c'est une boisson entre 9 et 12 degrés. Et souvent à moins de 12. Ma grand-mère était de Pézenas. Quand elle est venue à Béziers, où nous on est un peu sur les coteaux de Béziers, mon grand-père il faisait des aramons à 10,5, il trouvait que c'était fort. Parce que la plaine entre Pézenas et Castelnau-le-Gers, les vins, ils faisaient plutôt 8, quoi. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi une interrogation de la filière à avoir sur ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'alcool se ringardise et les gens n'ont pas envie d'avoir ce type d'ivresse-là, ça c'est clair. Mais nous aussi, on s'est voilé un peu la face sur ça, c'est-à-dire en disant buvez moins, buvez meilleur, l'ivresse c'est pas le problème, on boit pas ça pour ça, etc., etc. Moi je pense qu'on a nié une partie de notre culture. Merci Vincent pour cet éclairage. On a deux dernières questions dans la salle. Bonjour, François Ray, donc récemment élu administrateur d'Inseo et je porte la société Véréo dans les Pyrénées-Orientales. Je voulais donner un petit message de confiance aussi. Il y a un festival qui commence aujourd'hui, le Bacchus Festival. Vous avez 4000 drogués, voilà, ou alcooliques si vous voulez, qui vont faire la fête. C'est un festival qui est, dont le taux de remplissage est bien supérieur aux autres festivals qui sont en souffrance dans les Pyrénées-Orientales. Donc pour la question, l'alcool est-il has-been ? En tout cas, il attire encore des gens autour de ces événements. Et il règne une ambiance qui est pas du tout has-been et plutôt très conviviale. Donc c'est plutôt un message d'espoir que je donne. Et s'il pouvait y avoir d'autres festivals, pourquoi pas autour du vin et de la musique, ça peut être une piste aussi pour remoderniser le produit. Et juste, je voulais faire une petite remarque. Et nous, on collecte les bouteilles et les bouchons au festival. Voilà. Et une remarque sur LinkedIn. Oui, là, je trouve que pour le coup, la filière est un peu has-been. Vous faites un peu un test. Vous regardez quels sont les domaines. Alors, pas has-been sur Instagram et pas trop sur Facebook. Mais alors, LinkedIn, c'est le désert, quoi. C'est-à-dire que vous avez un potentiel, je pense, peut-être sur l'export, peut-être. Hein, mais en tout cas. Mais pas que. Pas que, voilà, je plaide peut-être pour vous, mais moi je suis assez actif sur le réseau et c'est vrai que je pense que si la filière se mettait peut-être un peu plus aussi en valeur sur ce réseau-là en particulier, son aspect très professionnel, il peut y avoir un aspect un peu moins has-been que parfois, comme peut le paraître, peut-être un peu Facebook maintenant, Instagram moins, mais voilà. Merci. Merci, et on va prendre la dernière question avec madame, je vous remercie. Bonjour, Solène des Domaines Auriol. Je voulais vous poser une question par rapport, on a parlé de la bouteille en soi, c'est traditionnel, et donc comment séduire les jeunes et recruter de nouveaux consommateurs. Est-ce que vous ne pensez pas que des nouveaux contenants, notamment la canette, ce serait un moyen vraiment d'attirer ces consommateurs, comme on peut voir que ça marche en Allemagne par exemple? Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait Maison Bagarre. À savoir, Maison Bagarre, c'est une marque de vin qui a été lancée par une influenceuse. Le côté, tout l'ADN de marque est très boudoir avec du rose de partout et elle s'est dit que ça allait cartonner. Et malheureusement, en France, il semblerait que les jeunes ne soient pas prêts à aller sur un contenant comme la canette. Je vous invite à aller voir ses réseaux et justement, elle a lancé toute une FAQ et la question qui revenait le plus souvent, c'était est-ce que la canette ne teinte pas
le goût du vin. Donc même chez les jeunes, la question principale, c'était le côté goût, le côté gustatif. C'était un frein principal. Après, je pense que Stanislas, Vincent et Samuel auront plein d'autres éclairages sur les contenants. Allez-y rapidement, parce que comme toujours, quand on dit qu'on prend la dernière question, il y en a encore une. Sur les canettes, c'est vrai que moi, j'ai une marque aux États-Unis qui marche très fort en bouteille 75 et autant en volume en canette. Et en fait, il se trouve que c'est pas du tout le même consommateur. La canette étant plutôt réservée pour des jeunes femmes qui ont un comportement plus adapté à sa santé. Ouvrir une canette de 20 centilitres, c'est 20 centilitres la canette aux États-Unis, c'est mieux pour ma santé que d'ouvrir une bouteille. Encore une fois, l'approche contenant 75, c'est trop. 75, j'ouvre 75, mais non, parce que moi je suis pas alcoolique, donc je bois pas autant de volume. Vous voyez, ce sont des approches très conceptuelles et presque idéologiques quelque part. Donc la canette a trouvé son chemin comme ça aux États-Unis. La problématique qu'on a en France, et c'est toute génération confondue, c'est dès qu'on sort de la bouteille 75, je fais un peu une fixette, mais parce que je sais que c'est là que ça réside, la révolution physique, c'est que tout ce qui est en dehors de la bouteille 75, c'est suspicieux de mauvaise qualité. C'est pour ça que je dis le bip ne fonctionne pas, suspicieux de mauvaise qualité. Et donc si c'est suspicieux de mauvaise qualité, ben j'en consomme pas et encore moins. Et les jeunes, même la génération Z, la canette, c'est pas une approche très quali. Ça veut dire que si on veut cette rupture d'usage de la bouteille 75, c'est une filière qui doit s'assumer en tant que telle, qui doit s'assumer et qui doit expliquer avec des arguments simples. Je l'ai expliqué rien que sur des problématiques environnementales. On assume des nouveaux contenants et on garantit la qualité du produit. On a tout pour le faire. Mais il faut que ce soit un mouvement de fond qui accompagne cette rupture d'usage. Et ensuite, vous verrez qu'on aura ce deuxième effet qui se coule, qui est nécessaire pour la filière, c'est de rendre plus nomade la consommation de vin. Parce que la consommation de vin, elle n'est pas nomade, elle est compliquée, il faut un tire-bouchon sur soi. Et ouais, peut-être que les jeunes, ils n'ont pas de tire-bouchon, dis donc. Donc c'est pas simple. Il faut des verres, il faut tout ça, c'est compliqué. Vous savez qu'en Suède, qui n'était pas un pays du vin, quand on dit pays du vin, c'est le vin est le premier alcool consommé. En Suède, aujourd'hui, c'est devenu un pays du vin. Alcool numéro 1, c'est le vin. Pourquoi ? 80% des vins en Suède sont vendus sous forme de poches, bibes, petits contenants. On a rendu nomade le vin et en même temps, on a féminisé aussi la consommation de vin. Donc la femme, c'est aussi l'avenir du vin. Je voulais conclure comme ça. Bon. Dernière question ici. Bonjour, Paul Cassano, œnologue chez Nochen. Pour les nouveaux contenants et pour concurrencer la bière, il y a aussi les fûts, ça s'appelle les kekeg, pour mettre les vins, et notamment, je pense aussi aux vins sans alcool ou désalcoolisés, où on pourrait vraiment, je pense, concurrencer le marché de la bière pour venir récupérer une partie des consommateurs, que dans les bars, on puisse aller se servir directement au bar, à la pression, se prendre son verre de vin, qu'il soit alcoolisé ou désalcoolisé. C'est le cas, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas de chaîne logistique organisée pour le vin. La bière a une force de frappe, je vous l'ai dit, la bière, c'est 75% vendu sur du petit format ou de la pression. Le vin n'est pas organisé. On n'a pas de chaîne de distribution, on n'a pas de logistique, on n'a pas de distributeurs nationaux. Et donc aujourd'hui, on est toujours au début d'une aventure. Alors localement, un peu, qui cague ici, un peu de ci, un peu de verre au vin, un peu de ci. Mais en fait, on n'a pas un mouvement de fond. La rupture d'usage dont j'appelle de mes voeux, elle doit être filière, doit être portée par la filière. Chaque opérateur doit être en capacité d'alimenter ce réseau, qui est un réseau plus nomade et un réseau plus accessibilité sur la portionnalité. Merci beaucoup et merci à tous les quatre. Samuel Mangermont pour Vin et Société, Eva Courtois pour Com et Cru, Vincent Pugibel, Domaine de la Colombette et Stanislas Lossel. Merci à tous les quatre. Évidemment, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'en a pas fait le tour. Est-ce que, Gwenaël Thomas, on a répondu à vos interrogations de départ ? Non. Si, c'est bon ? Vous voulez peut-être nous dire un mot de conclusion de cet après-midi, Gwenaël ? Merci beaucoup pour toutes vos contributions. Évidemment, bien sûr, je pense que vous n'avez pas pu tout dire et pas exprimer tout ce que vous vouliez dans les différentes réponses. Les sollicitations, les questions ont aussi essayé d'aborder avec énormément de sensibilités différentes vos propres problématiques en tant qu'à la fois professionnels et consommateurs. Il y a une difficulté aussi à faire se rencontrer les attentes de chacun qui sont très morcelées avec les offres des autres qui sont très morcelées.
ça fait partie aussi des enjeux de notre filière, le morcellement. Donc voilà, je conclus de cette manière-là et je vous remercie à vous d'être venus, à vous tous d'avoir assisté à la conférence, d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume aussi.